Salut à tous. Le juge Andrew Napolitano ici pour Judging Freedom. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 5 mars 2026. Mon cher ami, mon très cher ami, oncle Larry, le colonel Lawrence Wilkerson nous rejoint maintenant. Colonel Wilkerson, un plaisir. Avant de commencer, il y a des nouvelles de dernière minute, pas directement pertinentes à notre discussion, mais néanmoins dignes d'intérêt. La Maison-Blanche vient d'annoncer que le président Trump a limogé la secrétaire du département de la sécurité intérieure, Kristi Noem, et va nommer le sénateur Mark Wayne Mullin, je crois, de l'Oklahoma, pour la remplacer. Je ne connais pas les antécédents du sénateur Mullin, s'ils sont dans les forces de l'ordre ou simplement politiques, mais ce sont les nouvelles qui sont tombées entre le moment où vous et moi nous sommes salués et le moment où nous sommes passés à l'antenne, donc au cours des 2 dernières minutes. Bonne décision. Je ne sais pas, je ne connais pas Mullin. Je connais assez bien l'autre sénateur, mais je ne connais pas Mullin. Oui. Revenons à notre sujet. Qu'est-ce qui, selon vous, concerne la nature de cette guerre, Israël et ou les États-Unis, contre l'Iran, que les États-Unis ne comprennent pas suffisamment, à votre avis? Vous avez lu votre Clausewitz, l'essentiel. J'ai aussi suivi mon oncle Larry sur d'autres chaînes où les autres sont des amis dont j'admire le travail. C'est la chose la plus importante avant de recourir à la force pour des raisons diplomatiques ou de sécurité nationale. Et c'est tout simplement terrible ici, parce que la nature de la guerre est tellement différente de ce que Exet, Rubio et Trump disent, bien que je doive admettre qu'ils sont tous dispersés sur le sujet, surtout récemment Rubio. Mais il semble penser que c'est une guerre courte qui inclut des tonnes et des tonnes de bombardements aériens, ce qui, dans l'histoire, n'a jamais prouvé sa capacité depuis son invention à être décisive dans un conflit de quelque type que ce soit. Mais il semble penser que c'est tout ce qui compte. Court, d'où quelques bombes tombent. Et tout d'un coup, nous avons ce que Netanyahou veut, c'est-à-dire le chaos total dans un pays de 93 millions de personnes, où nous avons ce que nous voulons, c'est-à-dire un changement de régime vers un régime plus favorable à nos intérêts. Aucune de ces choses n'est possible étant donné la nature de ce conflit. Et le deuxième aspect, il y a beaucoup d'aspects à cela, mais le deuxième aspect qui me trouble vraiment est notre interprétation de court et doux. Et leur interprétation qui est plus proche de la vérité, que cela va prendre beaucoup de temps, à la fin duquel vous n'aurez atteint aucun de vos objectifs. Beaucoup de vos gens seront morts ou blessés. Beaucoup d'équipements qui vous ont coûté des milliards de dollars seront utilisés en vain. Israël sera décimé, ce qui se passe en ce moment même, alors que je parle en particulier à Tel Aviv, où vivent environ 4,5 millions de personnes de la population israélienne. Et ce n'est rien de ce que vous pensez, en d'autres termes. Et je pense que c'est une interprétation très valide de la nature de cette guerre, et c'est extrêmement dangereux que nous y soyons sans même une once de compréhension de cette nature. Wow! Qu'est-ce qui aurait poussé, à part les objectifs politiques du président, le président à penser que cela pourrait être une guerre rapide? C'est la première moitié de cette question. La deuxième moitié de cette question, est-ce que le Pentagone ne lui aurait pas dit qu'une guerre rapide est impossible? Je pense qu'il y a eu une tentative de le faire, mais je suis une fois entré dans le bureau de Colin Powell et dans un moment d'arrogance, j'admets, mais en réalité, j'ai dit, général, ne faites jamais un US officier de l'Air Force, président des chefs d'état-major interarmés à nouveau. C'est contre l'intérêt du pays. Il a souri et dit, peu importe que je sois d'accord avec vous, ils ne comprennent tout simplement pas la guerre dans tous ses aspects. Tout ce qu'ils comprennent, c'est la technologie de larguer des bombes et de piloter des avions. C'est tout ce qu'ils comprennent. Même en disant cela, mon point de vue sur le Pentagone pourrait être erroné, c'est que Kane, le général Kane, le président actuel, a enregistré quelques objections, principalement basées, m'a-t-on dit, sur la pénurie, la rareté en réalité des US munitions pour tout ce qui dure plus de 2 ou 3 semaines, en particulier les munitions guidées avec précision. L'Ukraine, tous les autres alliés, Israël lui-même, bien sûr, un grand utilisateur, ont utilisé ces choses jusqu'à un point alarmant. Donc, mais Kane a apparemment formulé quelques objections. Je comprends que le directeur de l'état-major interarmé, l'amiral de la marine 3 étoiles que Hexet a sommairement licencié, soulevaient également quelques objections. Donc, vous savez, un marin avait aussi de la jugeote.
Pensez-vous que l'article du Washington Post, il y a environ 10 jours, gros titre, les chefs du Pentagone sceptiques face au plan de Trump, je paraphrase, était une fuite véridique? Je pense que oui. S'il reste une quelconque intelligence au Pentagone, et je dois penser qu'une partie a survécu, même au niveau élevé des officiers généraux. Exet a fait du bon travail en dénichant des gens il a commencé à Quantico. En fait, il a commencé avant cela, mais il a vraiment commencé à Quantico à noter les personnes qu'il pensait devoir éliminer parce qu'elles ne seraient pas assez dociles pour faire ce qu'il voulait faire ou ce que Trump voulait faire. Et il le fait depuis lors. Et il travaille aussi sur les rangs. Il travaille sur les rangs avec, tenez-vous bien, le nationalisme chrétien, dans lequel je pense qu'il croit sincèrement. Mais ce qu'il fait vis-à-vis des militaires est extrêmement dangereux. Et je vais vous donner un exemple très concret de cela. C'est ce qui est ressorti aujourd'hui d'un sous-officier sur le terrain, un sous-officier assez haut gradé. Ce matin, notre commandant a commencé le briefing sur la préparation au combat, ce matin étant en fait hier matin. Notre commandant a commencé le briefing sur l'état de préparation au combat en nous exhortant à ne pas avoir peur de ce qui se passe avec nos opérations de combat en Iran actuellement. Il nous a exhortés à dire à nos troupes que cela faisait partie, je cite, du plan divin de Dieu. Fin de citation. Et il a spécifiquement fait référence à de nombreuses citations du livre de l'Apocalypse concernant l'Armageddon et le retour imminent de Jésus-Christ. Il a dit que, je cite, « Le président Trump a été oint par Jésus pour allumer le feu de signal en Iran afin de provoquer l'Armageddon et marquer son retour sur Terre. » Fin de citation. Notre ambassadeur à Jérusalem serait d'accord avec cela. Oui, notre ambassadeur excentrique à Jérusalem serait d'accord avec cela. Mais comment cela peut-il être intégré à un briefing du Pentagone? Ont-ils oublié le premier amendement? Apparemment. Oui, Georges. Cela provient de tout le milieu militaire, tous les rangs, des officiers généraux jusqu'aux soldats. Les officiers généraux désignent les amiraux et les généraux. Amiraux et généraux. Et c'est assez constant maintenant. Cela provient de toutes sortes de contacts. La Military Religious Freedom Foundation, dont je fais partie du conseil d'administration, a, dans l'armée, développé au cours des 20 dernières années, certains d'entre eux étaient des généraux et amiraux, 3 et 4 étoiles. Encore combien de temps? Les navires du Pentagone peuvent-ils tenir le coup en ce qui concerne les munitions, les armes et autres nécessités? J'ai regardé Doug dans votre émission ce matin tôt. Je ne sais pas quand cela a été enregistré, mais c'était diffusé pour moi tôt ce matin et il a raison, pas très longtemps. Et pour certaines des munitions plus critiques, prenez par exemple les batteries Patriot et leurs missiles, je ne pense pas que cela dure plus de 8 à 10 jours. Et nous sommes déjà en train de nuire à certaines de nos autres alliances, prenez par exemple la Corée, en leur montrant que nous ne nous soucions pas vraiment des moyens sur la péninsule qui sont supposément là pour les défendre contre la Corée du Nord, parce que nous les prenons et les déplaçons quand nous en avons besoin. Et nous venons de le faire en dehors de la péninsule coréenne. C'est très dommageable pour l'Alliance parce que vous dites aux Coréens la vérité que vous n'êtes pas vraiment là pour les protéger. Ce pourquoi vous êtes là, c'est pour combattre la Chine et tout autre adversaire dans le monde que vous devez affronter, comme l'Iran. Les membres du Congrès qui sont follement enthousiasmés par l'invasion et le complexe militaro-industriel, tenez-vous bien, colonel, si vous n'avez pas entendu cela, sont sur le point de proposer une dotation supplémentaire de 50 milliards de dollars pour le Pentagone. Colonel, ils viennent de leur donner $1 billion. Pourquoi leur donneraient-ils et ils ne peuvent même pas tout dépenser? Pourquoi leur donneraient-ils encore 50 milliards de dollars, sinon pour montrer aux gens chez eux à quel point ils sont pro-guerre en empruntant contre l'avenir? Vous avez compris, c'est la raison. J'ai écouté Mark Warner ce matin. J'ai été plutôt stupéfait par ses commentaires. C'est un démocrate, bien sûr, mais il est très important dans un comité très important. Et je ne pensais pas entendre un démocrate dire cela, certainement pas quelqu'un comme Chuck Schumer. Mais Mark Warner est un représentant ou sénateur assez influent. Mais il a dit essentiellement, ce n'est pas notre guerre, c'est la guerre d'Israël. Nous n'avons rien à faire de combattre dans une guerre pour un autre pays. Je ne pensais pas entendre cela de la part d'un sénateur en exercice, encore moins d'un avec le statut de Mark Warner. C'est ça. Dans le comité où il siège. Exact. Il est, corrigez-moi si je me trompe, le sénateur principal de Virginie. Oui. Et il est le démocrate le mieux classé au comité du renseignement du Sénat, où son homologue est une version plus grande et plus éloquente de Lindsey Graham, autrement connu sous le nom de Tom Cotton.
Absolument. Mon Dieu, comment pouvez-vous travailler avec ces gens-là? Bon, laissons ça de côté. Je me pose la question tous les jours. J'ai posé cette question à Tom Massey il y a de nombreuses lunes. L'ambassadeur Chas Freeman et moi étions seuls dans un bureau avec Tom Massey et vous ne. Je ne répéterai pas sa réponse. Oui. Eh bien, Thomas est un gars brillant, le défenseur le plus ardent de la Constitution sur Capitol Hill, avec son compatriote du Kentucky, le sénateur Rand Paul. Mais je connais Thomas et il sait choisir ses mots. Mais ça, Wal ça, Wal Jones était aussi assez bon pour ça. oui, que Dieu ait son âme. Son âme, que Dieu repose son âme, oui, il l'était. Mais cette affaire de 50 milliards de dollars passera probablement sans encombre. Beaucoup de démocrates auront peur de voter contre. Mark Warner n'aura pas peur. Thomas Massey, un républicain, n'aura pas peur. Colonel, plus tôt aujourd'hui, le président a dit qu'il pensait que la guerre serait terminée dans 2 semaines. Est-ce qu'il... C'est une question ouverte, mais sur ce sujet, sait-il de quoi il parle? Comptez plutôt 2 ans ou plus, monsieur le président. Essayez au moins 2 ans ou plus et de nombreux obstacles en chemin, y compris. J'ai vu une vidéo ce matin, une vraie vidéo, pas CNN, même s'ils ont été meilleurs, mais une vraie vidéo d'Israël. Ils se font littéralement pilonner. C'était ma prochaine question. À quel point Israël se fait-il pilonner? Et où est Netanyahou? Je pense qu'il est dans un avion 90% du temps. Il passe son temps à voler. Il survole la Méditerranée. J'ai compris qu'il était dans un jet privé en direction de Mar-a-Lago pour parler à Trump. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais ma source est plutôt bonne. Il reste en dehors de la mêlée autant qu'il le peut, car il sait qu'il est la cible numéro 1. À quel point les Iraniens endommagent-ils Tel Aviv? Très durement. C'est vraiment grave. Et c'est implacable. Ce n'est pas un fuselage. C'est implacable. Et de plus en plus, et dans les dernières étapes de cette vidéo de 15 minutes, vous pouviez voir que de moins en moins de missiles de défense aérienne étaient lancés. Et à la fin, dans les 60 dernières secondes, ce qui est long, juge si vous êtes sous le feu, il n'y avait plus de missiles israéliens en l'air. Les missiles iraniens entraient sans opposition. Wow, wow. Et tout cela est bien sûr entouré de mensonges. Vous ne pouvez pas obtenir cela, vous ne pouvez même pas l'avoir d'Al Jazeera ou Al Arabiya. Ils n'ont pas le droit de filmer ce genre de choses parce qu'il a mis en place une interdiction stricte pour toute personne d'entrer là-bas et de filmer, à part ses propres gens de propagande. Wow! Voici le ministre iranien des Affaires étrangères aujourd'hui sur NBC News, interrogé. Que ferez-vous si des soldats américains débarquent? Vous savez probablement comment il répond, mais je veux que vous l'écoutiez. Il s'exprime très bien. Chris numéro 15. Avez-vous peur d'une invasion américaine dans votre pays? Non, nous les attendons. Vous attendez que l'armée américaine envahisse, que les troupes terrestres arrivent? Oui, parce que nous sommes confiants que nous pouvons les affronter et ce serait un grand désastre pour eux. Donc vous dites que l'Iran est prêt et disposé à affronter l'armée américaine s'il devait y avoir des troupes terrestres? Eh bien, nous étions prêts pour cette guerre encore plus que pour la guerre précédente. Donc vous pouvez voir, vous savez, la qualité de nos missiles, à quel point ils ont été améliorés après la dernière guerre parce que nous avons tiré de nombreuses leçons. Et nous sommes prêts pour toute autre éventualité, même, vous savez, une invasion terrestre. Donc nos soldats sont préparés à tout scénario. Quand j'ai dit que nous les attendons, cela ne signifiait pas que nous attendons la continuation de la guerre. Non, mais nous sommes préparés à affronter tout scénario, toute éventualité, toute possibilité, et nous savons que nous pouvons gérer cela. Surpris? Je n'ai aucun mal à croire ça. Et il sait, son intelligence est suffisamment bonne que nous aurions beaucoup de mal, juge extrêmement de mal, à déployer quoi que ce soit en Iran en temps opportun qui dépasserait peut-être 100 000 soldats. Ils seront engloutis en Iran, absorbés. Ils seront tous blessés, capturés ou morts dans les 6 semaines. Oui, exact. Wow. Voici la même interview où on lui demande « Êtes-vous intéressé par un cessez-le-feu » Nous ne demandons pas de cessez-le-feu. Et nous ne voyons aucune raison pour laquelle nous devrions négocier avec les États-Unis alors que nous avons déjà négocié avec eux 2 fois. Et chaque fois, ils nous ont attaqués au milieu des négociations. Donc, il n'y a pas de demande de cessez-le-feu de notre part et il n'y a pas de demande de négociation avec les États-Unis de notre part. Nous n'avons jamais envoyé aucun message à eux. Ce qui était vraiment bizarre, juge, c'est le journaliste qui l'interroge. Il agit comme s'il était stupéfait et l'incrédulité est son principal élément de ce stupéfait.
Il n'a pas fait ses devoirs, il n'a pas fait ses recherches. C'est tellement typique des médias américains maintenant que cela vous rend malade d'y penser. Nous sommes tellement mal servis par les médias traditionnels qui ne couvrent pas cette guerre en profondeur réelle. Je vais vous donner un autre Q&R de la même interview. Je déteste consommer tout mon temps avec vous avec ça, mais ça vient juste de sortir et c'est profond. Numéro 18, Chris. Eh bien, je pense que maintenant, 6 jours après la guerre, il est clair que les États-Unis n'ont pas réussi à atteindre leur objectif principal, qui était une victoire rapide et nette. Ils n'ont pas réussi à l'atteindre et maintenant, ils essaient de justifier pourquoi ils nous ont attaqués. Et ils ont présenté, vous savez, tellement de raisons différentes, mais aucune n'a fonctionné. Et maintenant, ils parlent, vous savez, du plan B. Et je crois que, vous savez, leur plan B serait encore un échec plus grand. Il a fait ses devoirs. J'ai aussi regardé des vidéos ce matin de nos attaques en Serbie, si vous vous souvenez de la guerre de Bill Clinton. Des découpes en carton au sol qui ressemblaient, vues du ciel, à des avions, à des missiles balistiques, à des lanceurs TELS et à d'autres instruments de guerre. Et nous avons dépensé des munitions guidées de précision très précieuses et coûteuses pour tuer ces choses. Et puis, comme des pilotes typiques de l'Air Force, ils les ont rapportés comme des pertes de guerre et de grands succès, et nous avons juste eu ceci, et nous avons juste eu cela. Tout ce qu'ils tirent dessus, c'est du carton. Quand l'attaque a commencé, les membres du Congrès, pour éviter les questions morales, légales et constitutionnelles, ont argumenté « Ce n'est pas une guerre. Regardez ça, colonel. » Oui. Et nous pouvons avoir des pertes. Cela arrive souvent en guerre. Je ne sais pas si c'est techniquement une guerre. Nous n'avons pas commencé cette guerre, mais sous la présidence de Trump, nous la terminons. Ce n'est pas une guerre. Nous n'avons pas déclaré la guerre. Le secrétaire à la Défense, qui se désigne lui-même comme le secrétaire à la guerre, a déclaré aujourd'hui que c'est une guerre. Nous avons fixé les termes de cette guerre, du début à la fin. Mais personne ne devrait classer cela comme une guerre. Ce sont des opérations de combat. La guerre est l'enfer et le sera toujours. Les frappes stratégiques ne sont pas la guerre. Oui. Pris dans leurs propres mensonges. Exact. Le gars avec la tête rasée est le député Brian Mast. Oui. Qui a perdu ses jambes sous les genoux, soit en Afghanistan, soit en Irak. Et je suis désolé pour lui pour ça. Mais ensuite, il a rejoint l'IDF. Et de temps en temps, il apparaît sur le sol de la Chambre des représentants en uniforme complet de l'IDF. Exact. Est-ce même légal? Ça ne devrait pas être le cas, et je pense qu'il y a probablement des règlements dans tous les services, au moins qu'ils l'interdisent. Je sais que j'avais un étudiant dans mon séminaire à l'université George Washington, bon gars. Il avait servi dans l'IDF pendant 1 an et il cherchait à obtenir son habilitation de sécurité. Et il est venu me voir et il m'a dit « Je ne peux pas l'obtenir et ils ne veulent pas me la donner. Je ne peux pas obtenir d'habilitation de sécurité. » J'ai dit « Eh bien, quel est ton passé ?» Il m'a raconté. J'ai dit « Vous avez servi dans les IDF. Il y a une loi. Si vous servez dans une armée étrangère, vous ne pouvez pas obtenir d'habilitation de sécurité. Point final. » Je me demande si ce type obtient une habilitation de sécurité. Très probablement. Et cette loi date d'il y a 15 ans, alors qu'a fait Trump à ce sujet, qu'a fait Biden à ce sujet. Biden l'a probablement éliminée. Wow! Quelle a été l'efficacité de l'Iran pour attaquer les actifs américains dans le Golfe et les États voisins du Golfe, colonel? Très efficace étant donné la manière très prudente et sélective dont ils le font. Et nous cachons des choses, juge. J'ai de bonnes informations selon lesquelles l'un des 4 seuls, je pense que nous avons ce que nous appelons un navire de ravitaillement et de soutien pour un groupe de frappe avec un porte-avions en son centre, a été touché et est en feu. Un de ces escortes a été touché et est en feu. Je pense que c'est probablement vrai parce que je regarde ce que nous avons fait en cause de cela. Nous avons déplacé 400 à 500 miles plus au sud de l'Iran. Donc, nous sommes maintenant à 1500 à 1600 miles dans la mer d'Arabie, en fait l'océan Indien. Donc, les missiles sont utilisés très sélectivement et ils n'ont pas encore utilisé leurs missiles Mach 3, Mach 4 et peut-être même Mach 5 sur un grand combattant. Et ils auraient pu couler instantanément les 2 navires les plus proches du détroit d'Ormuz, les couler avec tous les hommes à bord. Ils ne l'ont pas fait. Donc, je dois croire qu'ils sont prudents quant à faire quelque chose de si dramatique et quelque chose que probablement la Chine et la Russie leur conseillent de ne pas faire pour le moment.
colonel, que se passe-t-il si la CIA arme les Kurdes et essaie de provoquer une invasion terrestre, invasion par eux? Désastre pour les Kurdes, comme ils ont l'habitude d'en subir, parce qu'ils ont vraiment des dirigeants pas très intelligents. Je traite avec eux depuis l'opération Provide Comfort dans le nord de l'Irak, après la première guerre d'Irak. Et ce qu'ils auront alors, c'est un mouvement en tenaille contre eux-mêmes, parce que la raison pour laquelle les Russes et les Chinois ont envoyé de nombreux hélicoptères d'attaque il y a quelques mois en Iran est de combattre ces types de forces, et ils les décimeront. Et en même temps, Erdogan sera derrière eux. Je ne voudrais pas être les Kurdes. Exactement. C'est-à-dire quand ils se retourneront et essaieront de rentrer chez eux, où que ce soit, Afghanistan. Oui, Turquie. Les troupes d'Erdogan les massacreront parce que la dernière chose qu'ils souhaitent au monde est un pays kurde indépendant. Vous avez raison. Même s'ils sont des millions, ils peuvent être le plus grand groupe ethnique au monde sans leur propre pays. Et ils sont divisés. Syrie, Iran et Irak. Et aussi, bien sûr, beaucoup d'entre eux dans le sud-est de la Turquie. Et ils ont une très mauvaise direction en termes d'unification. Wow, colonel, merci beaucoup pour cela. J'ai hâte de vous voir la semaine prochaine. Plutôt si nous avons besoin de vous, mais merci beaucoup, mon cher ami. Bien sûr, prenez soin de vous. Vous faites du bon travail. Merci, colonel. Tout le meilleur pour vous. Dans le bruit des écrans, les ombres font la loi. Des titres qui s'allument puis s'éteignent sans voix. On lit entre les lignes, on suit le fil discret. Les mots qu'on n'a pas dit, les gestes qu'on promet. La nuit porte des preuves, des signes à moitié. Un chiffre, une image, un regard détourné. Si tout semble clair, c'est peut-être un décor. Nous on cherche la faille et la vérité dehors. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. Des promesses en coulisses, des mains sous la table. Des versions officielles, trop lisses, trop hables. On compte les secondes, on suit les trajectoires. Les cartes se déplacent et changent d'histoire. Un port, un ciel chargé, un message chiffré. Des alliances qui craquent, des pactes déchirés. Si l'info te traverse comme un courant sans fin, ici on la ralentit pour voir ce qu'elle peint. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. On ne vend pas des peurs, on cherche des repères. On sépare le bruit des faits, la scène du mystère. Chaque phrase a son prix, chaque silence un poids. Mais la vérité respire quand on tient le cap droit. Regarde bien la trame, derrière le spectacle. Les détails sont des clés et les angles des actes. Si tu veux comprendre au lieu de simplement croire, reste avec nous, on remonte le miroir. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit.